Donc bonjour à tous, donc merci d'être présents aujourd'hui pour notre présentation donc, sur notre travail sur l'initiation à la recherche et donc sur le thème des nouveaux narrateurs de la marque, donc l'étude sur le développement des influenceurs virtuels. Pour la réalisation de cette présentation, donc, je suis accompagné de Nathan, Linda, Alexandre et Enzo. Donc notre présentation va se dérouler en plusieurs parties. Donc tout d'abord une introduction, ensuite nous verrons notre problématique, notre plan de revue de littérature, nos recherches gap, notre modèle conceptuel, la méthodologie que nous avons employée, notre échantillon, le guide d'entretien, l'analyse de nos résultats et enfin notre modèle conceptuel modifié. Donc avant d'entrer dans le vif du sujet, il nous semble essentiel de définir deux termes importants pour la suite de notre présentation. Donc on a tout d'abord le terme d'influenceur virtuel, qui est un personnage numérique créé de toutes pièces à l'aide de logiciels d'infographie, possédant sa propre personnalité et vision du monde et exerçant une influence sur des plateformes sociales où il est présent. Il y a également le terme d'anthropomorphe, donc qui caractérise la chose qui a la forme d'un corps humain ou qui a l'apparence humaine. On s'est également posé la question de l'intérêt que les influenceurs virtuels pourraient avoir pour les entreprises et on en a trouvé 4. Le premier serait d'atteindre une nouvelle cible jeune et engagée sur les plateformes digitales. Ça permettrait également aux entreprises de s'ouvrir à de nouvelles technologies telles que la réalité virtuelle et la réalité augmentée. Les entreprises pourraient se permettre de s'engager dans de longs partenariats grâce à l'immortalité des influenceurs virtuels. Enfin, l'absence de vie personnelle de ces influenceurs éviterait d'entacher l'image de marque suite à des scandales par exemple. Donc dans le cadre de l'exemple, nous avons choisi la vidéo qui a été réalisée en collaboration entre Harvey Leonard, donc un influenceur virtuel, et la marque Nintendo pour le lancement de Pokémon Legends Arceus en janvier 2022. Nintendo a contacté, a demandé une vidéo à Harvey pour le lancement, qu'on va vous passer juste après, mais pour voir quelques chiffres, avec un influenceur 100% virtuel non anthropomorphe. La vidéo a généré 435 000 vues, 84 000 likes et 420 commentaires, donc c'est un impact non négligeable. Avec la vidéo suivante. Genre, je vais peut-être devenir un Pokémon. J'ai été invité à un casting pour être dans Légende Pokémon Arceus. Désolé pour le retard, un Dracofeu m'a éternué dessus dans la salle d'attente. Votre nom de Pokémon, s'il vous plaît? Harvey. C'est pas ouf. C'est parce que Canartichaud, c'est mieux peut-être? C'est quoi votre cri de Pokémon? C'est bon là. On va passer sur le terrain. Le terrain. Ouais, pour faire une petite mise en situation. Faites gaffe au Pokémon Baron par contre. Comment ça? C'est quoi un Pokémon Non mais c'est pas possible. C'est un Pokémon qui m'embrasse le truc ou quoi? Ça s'est hyper bien passé. J'ai vraiment trop hâte de voir leur réponse parce que... Ah bon bah visiblement j'ai pas été pris. Bon bah écoute, tant pis. C'est dommage. Être Pokémon ça m'avait quand même l'air d'être un job vraiment pépère. Je comprends. Donc la vidéo a été extrêmement interactive puisqu'on voit que Harvey rentre directement dans le jeu et la vidéo a plutôt bien fonctionné. Donc c'est un exemple que les marques peuvent collaborer avec des influenceurs virtuels non anthropomorphes et cela peut marcher. Donc du coup, pour cette analyse, on a décidé de prendre la problématique suivante. Dans quelle mesure un influenceur non anthropomorphe avec une attitude humaine, donc comme on l'a vu juste avant, peut améliorer la satisfaction de l'expérience envers la marque dans le métavers et l'envie d'y retourner. Donc voici nos références bibliographiques avec les articles que nous avons étudiés. Donc notre plan de revue de littérature se déroule en 3 grandes parties. Donc la première, l'analyse comparative de la performance entre un influenceur réel et anthropomorphe, donc leur effet sur la confiance et l'intention d'achat du public. Ensuite, une deuxième partie sur l'analyse de la performance d'un influenceur non anthropomorphe, donc ses effets sur la confiance et la satisfaction du public. Et enfin, une dernière partie sur l'analyse comparative de la performance entre un influenceur anthropomorphe et non anthropomorphe. Donc le premier article que nous avons étudié, c'est une comparaison sur le message porté par des influenceurs virtuels et des influenceurs réels, donc ici dans le cadre du tourisme. Donc quelques termes sont importants à définir avant de rentrer dans le détail de la description de l'article. Donc d'abord la connaissance subjective, donc dans le cadre du tourisme, c'est une construction unidimensionnelle désignée comme la familiarité avec le produit ou la connaissance préalable. Dans le cadre du tourisme, c'est quand on entend parler d'une destination à plusieurs reprises dans des journaux, sur les sites internet, etc. On a l'impression de connaître la destination alors qu'on n'y est pas forcément allé. Donc après la confiance perçue, c'est un mécanisme qui permet de réduire la complexité du comportement humain dans une situation qui comporte des risques et des incertitudes. Donc c'est une situation dans laquelle la personne aura l'impression d'être en confiance.
Et enfin le risque perçu, donc chaque voyage est associé à des risques, donc suivant donc, par exemple le terrorisme, l'hostilité des personnes, des personnes vivant dans la destination. Donc ces termes étaient à préciser avant de rentrer dans le détail. Donc cette étude a été menée en Malaisie sur des personnes qui n'avaient pas voyagé donc, depuis la période du Covid, et donc c'était sur leur intention de se rendre en Chine. Et donc on va se focaliser sur les hypothèses 9 et 10, que 2 études ont été menées. Donc nous c'est l'étude sur l'influence sur lequel on a travaillé ici. Et donc le but c'était de comparer le message lorsqu'il provenait d'un influenceur virtuel ou lorsqu'il provenait d'un influenceur réel. Et donc avec le type d'information, donc les répondants ont été séparés en 4 groupes, donc des personnes voyant un message positif d'un influenceur virtuel, un message positif d'un influenceur réel, et un message négatif d'un influenceur réel, et un message négatif d'un influenceur virtuel. Donc c'était pour voir la comparaison et voir s'il y avait une différence entre chaque. Et donc les hypothèses qui en sortaient, donc c'était la source d'information modère la relation donc, entre la connaissance subjective et le risque et la confiance perçue H9 pardon. Et donc là l'hypothèse elle a été réfutée car les résultats n'étaient pas assez significatifs. Tout comme H10, donc la source d'information, donc si elle prend d'un influenceur humain ou d'un influenceur virtuel, modère la relation donc, entre la connaissance subjective et le risque perçu. Là encore, les résultats n'étaient pas assez significatifs, donc l'hypothèse est réfutée. Là, les chercheurs mettent en avant que le tourisme c'était un achat qui était assez cher, du coup les influenceurs, leur avis n'était pas forcément encore trop pris en compte, c'était pas assez significatif pour que les hypothèses soient validées. En revanche, ce qui était important de ressortir, je vais passer. Dans les recommandations managériales, c'est que même si les résultats n'étaient pas assez significatifs, des tendances sortaient. Et donc en fait, c'est les influenceurs humains, pour parler négativement du coup d'une destination touristique, ils étaient plus écoutés que des influenceurs virtuels, car là les chercheurs l'expliquent par peut-être un manque d'authenticité, un manque de confiance envers l'influenceur virtuel, puisque c'est quelque chose d'encore assez récent. En revanche, les influenceurs virtuels étaient plus écoutés et lorsqu'ils parlaient positivement d'une destination. Donc là, les chercheurs ne l'expliquent pas encore forcément, mais c'est des influences qui peuvent être étudiées pour des prochaines, pour les entreprises en marketing, de se dire que les influenceurs virtuels sont écoutés parfois plus que les influenceurs réels, notamment ici dans le cadre du tourisme. Donc, toujours dans notre première partie, on va maintenant aborder le deuxième article écrit par Jean-François Notbar en 2019, qui porte en fait sur une théorie principale, à savoir si un agent virtuel sur Internet rend un site web plus performant et influence positivement la satisfaction, la confiance et les intentions comportementales. Donc, cette théorie s'appuie sur 2 études quantitatives. La première étude a tenté de définir si l'attitude et les intentions comportementales des internautes étaient différentes selon qu'un site internet intégrait ou non un agent virtuel. Il y a 3 hypothèses pour cette première étude. Les 2 hypothèses sont assez liées, les 2 premières hypothèses sont assez liées et portent sur l'influence positive qu'a l'agent virtuel sur la satisfaction et la confiance. Et de là découle une 3e hypothèse, à savoir si l'agent virtuel influence positivement les intentions comportementales des internautes. Donc les 3 hypothèses ont été validées. Pour la 2e étude, cela a porté sur une analyse du comportement réel d'un internaute qui utilisait les services justement d'un agent virtuel. Encore une fois, 3 hypothèses. Les 2 premières sont étroitement liées et qui portent en fait sur le temps passé sur le site. C'est-à-dire que la présence de l'agent virtuel pour H1 a une influence positive sur le temps passé sur le site, et H2, le fait de jouer avec lui a une influence positive. Donc quand on dit jouer avec l'agent virtuel, en fait, c'est tout simplement des petites actions anodines comme activer, désactiver l'agent virtuel, lui poser des questions, pas forcément parce qu'on en a vraiment besoin, juste par curiosité. Et de là découle la 3e hypothèse, que le temps passé sur le site avait une influence positive au global sur la stratégie cross-canal. Donc on a donc la confirmation ici, puisque toutes les hypothèses sont validées, que la création d'un lien social entre l'agent virtuel et l'utilisateur influence positivement l'intention d'une part de recommander le site internet, de recommander l'enseigne, et en plus ça va jusqu'à se rendre dans l'enseigne en physique, donc ce qui montre vraiment la puissance que peut avoir l'agent virtuel. Donc en définitive, l'interface homme-machine aurait tout intérêt à humaniser davantage si une entreprise désire satisfaire tout simplement encore plus les consommateurs.
Donc pour nos recommandations managériales, il serait pertinent d'avoir une présence sociale plus importante sur les sites internet pour les entreprises, puisque même si elles sont en développement, c'est encore quand même très peu répandu. Et en deuxième recommandation, il serait vraiment pertinent de développer davantage les skills des agents virtuels sur internet pour maximiser sur le long terme les performances cross-canal, puisque aujourd'hui les agents virtuels, quand ils sont présents, ça reste encore ultra limité d'un point de vue interaction avec l'utilisateur. Donc maintenant on va passer à la deuxième partie donc qui concerne l'influenceur non anthropomorphe et ses effets sur la confiance et la satisfaction des clients. Donc pour ce premier article qui du coup étudiait les interactions parasociales des utilisateurs envers un influenceur réel et un influenceur virtuel, donc il est important de définir déjà le terme d'interaction parasociale. Donc ISP, c'est un type de relation sociale à sens unique dont une personne peut faire l'expérience vis-à-vis d'une personnalité publique ou d'un personnage de fiction. Sur le modèle conceptuel juste ici, il y a plusieurs variables, notamment 4. Donc la première ressemblance visuelle humaine, c'est le fait de trouver visuellement similaire une entité face à soi. Ensuite, on a ressemblance mentale humaine, c'est le fait de trouver mentalement similaire une entité face à soi. La similarité perçue est le fait de trouver plusieurs aspects similaires chez une entité dans plusieurs domaines. Et enfin, l'identification souhaitée, c'est tout simplement le fait de vouloir ressembler à une entité face à soi si on en avait la possibilité. Donc en ce qui concerne l'expérience menée dans l'article, en fait les participants étaient confrontés à deux contenus visuels avec un influenceur réel et un influenceur virtuel sur la plateforme de live Twitch. Les deux vidéos présentaient quelques différences subtiles, notamment à travers du texte différent, des encadrés différents, mais ça restait vraiment très subtil. Donc suite à cette expérience, il y a plusieurs hypothèses qui découlent. Donc la première, du coup les ISP avec les streamers humains seront plus forts que les ISP avec des streamers créés numériquement. Donc cette hypothèse est réfutée. En fait, ici les chercheurs ne peuvent pas exclure que les différences subtiles, comme je l'ai dit à travers les vidéos, des influenceurs du coup, aient affecté l'expérience de leurs participants. Donc en fait ici la plateforme Twitch semble se pencher davantage sur la ressemblance mentale avec le côté divertissement qu'elle apporte. Et donc de ce fait, la ressemblance visuelle a été légèrement délaissée par les participants. Donc les caractéristiques attrayantes de l'influenceur virtuel et l'émotion qu'il a créée chez les participants ont pu être des variables qui jouent en la faveur de l'influenceur virtuel, et donc ce qui du coup en conclut le fait que l'hypothèse soit réfutée. Ensuite, on a la deux hypothèses. L'effet de l'hypothèse 1 sera médié par la ressemblance visuelle humaine. Donc celle-ci est également réfutée parce qu'en fait, le fait que l'influenceur virtuel ressemble visuellement à un humain n'a pas développé des ISP plus fortes envers le streamer humain. Donc c'est en quelque sorte du bon sens. Les participants avaient remarqué les quelques différences entre les deux influenceurs. Et ensuite, toujours dans l'hypothèse 2, l'effet de l'hypothèse 1 sera médié par la ressemblance mentale humaine attribuée au streamer. Celle-ci, du coup, est vérifiée. Les participants ont perçu l'influenceur virtuel comme ayant moins de ressemblance humaine mentale que l'influenceur réel. Donc, par conséquent, ça a contribué à des ISP plus faibles envers l'influenceur virtuel et donc plus fortes envers l'influenceur réel. En ce qui concerne l'hypothèse 3, l'effet de H1 sera médié par la similitude perçue avec le streamer. Celle-ci, comme je l'évoquais avant, est vérifiée. Donc les participants ont perçu le streamer humain comme étant plus similaire à eux-mêmes que le personnage virtuel. Donc de ce fait, il y a des plus fortes ISP envers lui. Pour l'hypothèse, l'effet dans l'hypothèse 1 sera médié par l'identification souhaitée avec le streamer. Ici, cette hypothèse est réfutée. En fait, les participants n'avaient pas un désir particulier, en tout cas pas assez signifiant, de devenir comme le streamer humain s'ils le pouvaient. Donc par conséquent, les ISP n'étaient pas plus fortes envers le streamer humain en prenant en compte cet effet de médiation. Et enfin, la dernière hypothèse, des ISP plus fortes entre le destinataire et le streamer sont positivement liées à des niveaux de plaisir hédonique expérimentés à une motivation plus élevée pour un engagement plus poussé. Ici, le plaisir hédonique et la motivation de s'engager auprès des influenceurs rentrent en jeu. Et donc ces hypothèses du coup, parce qu'elles étaient également séparées en deux avec le plaisir hédonique et la motivation,
Donc elles sont vérifiées car tout simplement, plus c'est quelque chose qui, qui nous intéresse et qui nous apporte du plaisir, plus on a des interactions parasociales élevées. Et donc pour ce qui est des recommandations managériales, on peut proposer aux professionnels du marketing d'être plus vigilants quant à l'équilibre entre anthropomorphisme et la similarité mentale perçue. Donc c'est l'équilibre qu'il faut vraiment bien trouver. Et enfin, mettre en situation les influenceurs virtuels sur d'autres plateformes que Twitch. Ici, il n'y avait que cette plateforme et on pourrait s'intéresser à TikTok ou Instagram qui sont des réseaux sociaux complètement différents avec des utilisateurs complètement différents que Twitch. Donc, passons maintenant à ce schéma conceptuel qui est extrait d'un article rédigé notamment par Fabien et qui a pour objectif de mettre en lumière le sujet des avatars qui, en plus d'être un sujet récent, manque selon l'article d'une cohérence définitionnelle et d'une clarté conceptuelle. Donc l'article comprend notamment une théorie émergente basée sur des idées théoriques clés, des propositions de recherche, des implications managériales et enfin un programme de recherche afin de tester les propositions émises tout au long de l'article. Donc le schéma conceptuel qu'on peut voir est composé de propositions et non d'hypothèses vérifiées ou réfutées. En effet, les auteurs se sont focalisés sur des exemples concrets, vérifiables suite à cet article. Comme exemple, on peut citer la comparaison des avatars d'ING et d'HSBC. Donc comme on peut voir sur ce schéma, il est composé de 5 variables. On a tout d'abord les effets de réalisme formel et comportemental. Donc plus la forme de l'avatar est réaliste, plus l'utilisateur s'attend à un réalisme comportemental. On a ensuite les expériences en ligne, donc les avatars permettent de susciter des réponses cognitives, affectives et sociales en fonction du degré de réalisme de ce dernier. On a également les résultats des performances clients, donc si l'utilisateur est satisfait de son expérience avec l'avatar, il sera plus susceptible soit de procéder à l'achat, soit d'en parler autour de lui. Il y a également les incertitudes, donc qui comprennent les risques fonctionnels, financiers, liés au prix ou encore à la vie privée, qui sont des incertitudes difficiles à prévoir. Il y a également les canaux médiatiques mobiles qui sont à privilégier par rapport aux canaux fixes. Et enfin, il y a la phase de relation, donc la phase de création de relations entre l'utilisateur et l'avatar. Venons-en maintenant aux propositions. Donc comme vous pouvez le voir, le schéma possède 11 propositions, mais il nous a semblé plus pertinent de présenter les 4 premières. Donc la première, plus le réalisme formel d'un avatar augmente, plus les attentes des clients quant à son réalisme comportemental augmentent également. En effet, les clients utiliseront le degré de réalisme formel comme référence, que ce soit par rapport au degré de réalisme comportemental, mais également lors de leurs expériences futures. Proposition numéro 2, les différences entre le réalisme comportemental et formel de l'avatar ont des effets asymétriques. Par effet asymétrique, on entend dans un premier temps une disconfirmation positive lorsque le réalisme comportemental est supérieur au réalisme formel, et dans un second temps, une disconfirmation négative lorsque le réalisme comportemental est inférieur au réalisme formel. Par disconfirmation positive, on entend que l'utilisateur perçoit comme plus crédible et plus attrayant l'avatar. Il aura donc tendance à lui faire plus confiance. A contrario, s'il y a disconfirmation négative, il y aura donc une réduction de la satisfaction de l'utilisateur. Proposition 3. Lorsque l'apparence d'un avatar est plus réaliste que son comportement, cela a un effet positif sur la performance, mais un effet négatif sur le résultat de la performance. Et enfin, proposition 4, lorsque le réalisme comportemental d'un avatar dépasse son réalisme formel, il a un effet positif sur le résultat de la performance. On peut donc en conclure que le réalisme formel et comportemental sont tous les deux importants pour satisfaire le client et réaliser une performance optimale. En ce qui concerne les recommandations managériales, elles sont au nombre de 2. Donc l'article préconise dans un premier temps la mise en place d'avatars pour les entreprises du secteur tertiaire afin de répondre aux exigences des services et aux demandes clients et afin de libérer du temps, notamment en période de flux tendu, aux employés pour qu'ils puissent se focaliser sur des tâches plus complexes, être plus productifs et donc apporter une plus-value aux services proposés par l'entreprise. La deuxième recommandation serait que les entreprises doivent s'engager dans la conception formelle et comportementale de l'avatar, afin de représenter au mieux l'entreprise et ses valeurs, et afin d'éviter les disconfirmations négatives. Dans le cas où les entreprises n'auraient pas les moyens d'investir dans les 2 réalismes, l'article préconise de favoriser l'aspect comportemental qui lui-même favorise une disconfirmation positive. Donc pour notre troisième partie sur l'analyse comparative de la performance entre un influenceur anthropomorphe et non anthropomorphe, nous avons étudié donc, un article qui cherche à savoir d'où vient le taux d'engagement du public envers les influenceurs virtuels.
Donc pour cela, Samira, Fariva et Ol ont justement étudié donc, le taux d'engagement du public envers les influenceurs virtuels et ont cherché à savoir si le taux d'anthropomorphisme justement jouait un rôle là-dedans. Donc l'anthropomorphisme, il s'agit d'attribuer une tendance humaine à des personnes ou à des objets non humains. Et du coup, ce qu'ils ont fait pour réaliser leur étude, c'est qu'ils ont choisi 3 influenceurs virtuels donc, sur la plateforme Instagram. Donc un premier influenceur virtuel avec un taux d'anthropomorphisme élevé, un deuxième influenceur virtuel avec un taux d'anthropomorphisme moyen, et enfin un dernier influenceur virtuel avec un taux d'anthropomorphisme neutre. Et ils ont analysé plusieurs posts et ils ont regroupé quasiment tous les commentaires en dessous les posts. Et du coup, ils en ont dégagé 4 grandes variables qui sont l'attachement émotionnel, les sources d'admiration, la nouveauté et l'expertise. Donc pour l'attachement émotionnel, on peut voir que ça, il est très présent quand le niveau d'anthropomorphisme est élevé. Ensuite, la source d'admiration, c'est plus quand le taux d'anthropomorphisme est plus bas. Et enfin, la nouveauté et l'expertise reviennent en général sur les 2 niveaux d'anthropomorphisme. L'expertise un peu plus quand le taux d'anthropomorphisme est élevé. Donc la question qu'ils ont traitée, c'est quels sont les facteurs qui affectent l'engagement des publics auprès des influenceurs virtuels. Et donc ils en ont dégagé 2 hypothèses. Donc la première hypothèse qui est pour les influenceurs fortement anthropomorphes, l'attachement émotionnel, la nouveauté et l'expertise sont les principaux moteurs de l'engagement. Et enfin une deuxième hypothèse qui est pour les influenceurs moins anthropomorphes, l'admiration serait un élément plus critique. Donc les 2 hypothèses ont été confirmées. Et donc on peut en déduire que pour un influenceur fortement anthropomorphe, donc le public va plus lui faire confiance à avoir un taux d'engagement plus élevé, alors qu'un influenceur virtuel avec un taux d'anthropomorphisme plus bas, en fait le public va avoir en lui plus une source d'admiration, un effet cartoon et plus d'amusement, donc il va plus chercher l'amusement, jouer avec lui, que vraiment avoir quelque chose de sérieux. Donc pour les recommandations managériales, donc la première, ce serait pour les entreprises se diriger vers un influenceur virtuel avec un taux d'anthropomorphisme élevé pour créer l'engagement entre le public et la marque, parce qu'on sait que souvent le message que la marque fait passer à travers l'influenceur virtuel, c'est quand même un message sérieux, parce que derrière le but c'est souvent de faire un achat. Donc se diriger vers un influenceur virtuel avec un taux d'anthropomorphisme élevé serait mieux. Ensuite, pour la deuxième recommandation, ce serait la sélection de l'influenceur virtuel doit être faite en fonction de la cohérence de son personnage avec l'image de la marque et de la capacité à susciter l'engagement. Si l'entreprise choisit un influenceur virtuel qui n'a pas ses valeurs et qui ne propose pas les mêmes choses que la marque sur ses posts, ça ne va pas fonctionner. Et enfin, la troisième recommandation serait de ne pas se baser seulement sur le nombre de followers, mais de regarder si les followers du compte de l'influenceur virtuel sont actifs, si elle fait beaucoup de likes, beaucoup de vues sur sa story, et c'est ça qui procurera de l'engagement et des ventes derrière. Donc, suite à l'analyse de tous ces articles, voici notre research gap. Du coup, la littérature s'intéresse à l'analyse de la performance de 3 principaux types d'influenceurs virtuels. Donc ici, l'influenceur anthropomorphe, l'influenceur non anthropomorphe et l'influenceur réel. Et donc, aucune étude, à notre connaissance, n'a analysé l'influenceur non anthropomorphe avec une attitude humaine, donc comme on vous l'a montré au début de cette présentation, Harvey, et ses effets sur la satisfaction et l'intention de revisiter la marque dans le métavers. Et donc pour rappel, notre problématique est la suivante: dans quelle mesure un influenceur non anthropomorphe avec une attitude humaine peut améliorer la satisfaction de l'expérience envers la marque dans le métavers et l'envie d'y retourner? Et donc voici le modèle conceptuel que nous avons établi suite à notre revue de littérature. Donc comme vous pouvez le voir, il démarre de l'influenceur non anthropomorphe avec attitude humaine, duquel découlent 3 variables, donc la réponse cognitive qui comprend la pertinence de l'information et la confiance. Il y a également l'amusement et la présence sociale et proximité perçue. Ces 3 variables auraient un impact donc sur la satisfaction du métavers et sur l'intention d'y retourner de la part de l'utilisateur. Donc pour répondre à notre problématique, nous avons réalisé une étude qualitative
et non quantitatif parce qu'il nous fallait des informations concrètes et avoir de la qualité et non de la quantité. Donc pour cela, nous avons fait des entretiens semi-directifs, donc pour vraiment laisser parler les répondants et avoir toutes les informations possibles. Donc notre échantillon est composé de 5 répondants et nos entretiens ont une moyenne environ de 1 heure. Donc ici vous pouvez voir notre échantillon donc, avec les 5 répondants, donc un répondant par personne. Donc vous pouvez voir qu'au niveau de l'âge, c'est des personnes relativement jeunes, donc ça va de 17 ans à 29 ans. On a des hommes et des femmes, et aussi au niveau de la situation professionnelle, ça peut aller de lycéenne à chef de projet. Et pour notre guide d'entretien, on a divisé ce guide en 3 échelons. Un premier échelon introductif qui a présenté le métavers à l'interviewé. On lui a également donné un petit peu son avis sur la question. Un deuxième échelon, on a présenté du coup 2 influenceurs virtuels en 2 temps. Donc c'était vraiment un choix de présenter 2 influenceurs virtuels. Une première influenceuse, Michaela, qui est anthropomorphe, et un deuxième que vous avez pu voir au début, qui est Harvey, qui est du coup non anthropomorphe. Donc voilà, c'était pour donner matière du coup à l'interviewé pour qu'il puisse répondre et qu'on puisse explorer un petit peu toutes les facettes de ces influenceurs virtuels. Donc dans cet échelon, on a séparé en 3 petites parties qui sont en fait les segments du modèle conceptuel, à savoir du coup l'amusement, la réponse cognitive, c'est-à-dire la pertinence de l'info et la confiance, et la réaction sociale, qui sont en fait la satisfaction et l'interaction. Et en dernier échelon, on a comparé et confronté les 2 influenceurs pour demander un petit peu tout simplement aux interviewés lequel des 2 était préféré. Donc, vous pouvez voir ici notre guide avec voilà, toutes les parties. Et donc ce qui en ressort, c'est notre tableau du coup d'analyse de contenu et le calcul des fréquences, donc avec nos variables qui déjà il faut notifier que tous nos concepts que nous avons mis dans notre modèle conceptuel ont été confirmés, enfin tous les concepts ont été confirmés. Ici donc que ça aille de l'amusement jusqu'à la confiance. Après Enzo vous parlera de la curiosité qui a été un nouveau concept qu'on va racheter dans notre nouveau modèle conceptuel. Donc par exemple pour l'amusement c'était le concept qui est le plus ressorti. Donc en fait c'était un thème qui ressortait beaucoup, c'était la notion de vouloir s'amuser, c'est quelque chose d'assez nouveau, de virtuel, donc les gens n'ont pas envie que ce soit quelque chose d'ennuyant, ils veulent que ce soit interactif avec de l'amusement. Donc juste avec par exemple la variable, juste en restant lui-même comme servi de rendrait une expérience plus amusante. Donc tout ça c'était des concepts confirmés, donc comme la pertinence de l'information, la crédibilité, la réaction sociale et la satisfaction, donc qui étaient sur notre modèle conceptuel et qu'on a pu confirmer grâce à nos entretiens qualitatifs. Un autre thème qui est du coup ressorti durant nos entretiens, c'est l'interaction avec une fréquence de 16,35%. Donc le verbatim, je pense que je pourrais plus facilement interagir avec ce type de discours-là que beaucoup d'autres. Du coup, c'est un concept qui a été confirmé. C'est vraiment une interaction que les utilisateurs recherchent et un lien avec l'influenceur virtuel. La proximité perçue aussi est ressortie avec une fréquence un peu plus basse de 6,74%. Avec un verbatim suivant, comme il installe de la proximité, tu peux te sentir proche de lui. Donc encore une fois, ça évoque un petit peu le lien avec celui-ci. Et comme l'a évoqué Alexandre, il y a un nouveau thème qui est ressorti de nos entretiens, donc qui est la curiosité, avec une fréquence pas mal haute à 14,42%. Et donc en fait, tout au long de nos entretiens respectifs, ça a vraiment été un thème qui est ressorti. Les répondants étaient intrigués par ce nouveau monde qui est encore peu connu. Et donc on a relevé le verbatim suivant. L'aspect virtuel peut aussi amener, en tout cas dans mon cas, à avoir une certaine curiosité. Donc c'est vrai que ça a suscité beaucoup de curiosité chez nos répondants. Et la confiance, toujours un thème qui a été confirmé. Et donc avec un verbatim suivant, en tout cas je ne lui ferai pas confiance du premier coup, mais si la stratégie marketing est bien faite et que c'est bien présenté, pourquoi pas. Donc c'est la confiance qui ressortait aussi beaucoup chez nos répondants. Et donc voici notre modèle conceptuel comprenant les nouvelles variables. Donc on peut voir qu'on a ajouté à la variable de la réponse cognitive la curiosité, qui aurait donc également un impact sur la satisfaction du métavers et donc sur l'intention de l'utilisateur d'y retourner. Donc voilà, merci pour votre attention.